Faites-vous confiance à vos personnalités du web préférées? À quel point pouvez-vous vous dire que la personne que vous regardez, influenceur ou personnalité, est une bonne personne et peut inspirer de choses positives? Vous allez voir que dans cette histoire morbide, effrayante et très tordue, que parfois il faut se méfier des personnes que l'on regarde sur internet. Laissez-moi vous présenter l'affaire de Natalie McNally et Stephen McCullough. L'histoire du jour n'est pas si vieille que ça. En effet, celle-ci s'est produite en 2022 au mois de décembre. À ce moment-là, on était en Irlande du Nord et plus précisément à Lurgan. J'espère que je prononce bien. Cette histoire s'est produite le 18 décembre et ce soir-là, Natalie McNally a perdu la vie à son domicile. C'était une jeune femme qui a été poignardée chez elle. Qui aurait pu faire ça et surtout pourquoi? Elle ne semblait pas avoir de problème, vous allez voir, cette histoire va vous retourner le cerveau. Je précise aussi avant d'aller plus loin que lorsque j'ai fait mes recherches, c'est une affaire qui est toujours en cours et par conséquent, il y a des sources qui diffèrent un peu, mais les finalités de ces sources sont toujours les mêmes. Du coup, vous allez voir que parfois, il y a plusieurs chemins à une destination, j'ai envie de dire, donc il faudrait prendre les informations avec un petit peu de pincettes parce que vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'informations à cette histoire. Accrochez-vous. On va creuser dans les détails de cette histoire tout au long de cette vidéo, mais voici quelques mots pour vous la résumer. Croyez-moi, le reste est pire. Pendant plusieurs semaines, on a eu une enquête de la police concernant la mort de Natalie qui n'a pas mené à quelque chose, jusqu'à un certain moment. Et on a eu un suspect qui n'était pas n'importe qui, étant donné que c'était quelqu'un d'assez connu sur internet. Malheureusement, cet homme a été dénoncé et par la personne qui l'a dénoncé, on a pu savoir et reconnaître en fait ce suspect par rapport à une vidéo de surveillance. Le suspect a tenté de se défendre, c'est une affaire qui est toujours en cours et au moment où je vous parle, il est en détention. Plongeons-nous dans cette histoire le soir du meurtre. Tout a commencé le 18 décembre au soir. En effet, un appel anonyme est passé au service de secours de Lurgan, qui est dans la banlieue de Belfast. La personne qui a appelé explique que son amie est chez elle, il vient de la découvrir et qu'elle est en train de baigner dans une mare de sang. C'est une scène qui est absolument atroce et horrible, mais elle était obligée de préciser. La personne qui appelle donne donc l'adresse de ce domicile pour que les secours arrivent et raccroche immédiatement. On a donc une ambulance et une patrouille de police qui sont envoyés sur place. Évidemment, c'était super inquiétant, tout le monde se demandait qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette personne nous appelle en nous disant qu'il a retrouvé un corps, c'était assez dramatique. Pour vous parler de cette maison, d'ailleurs, elle se trouve dans un coin assez tranquille qui est entouré de nature à proximité d'un terrain de golf. C'est vraiment un lieu super paisible où ce genre de choses ne se passe absolument jamais. Bref, la police arrive et décide de toquer à la porte. Malheureusement, personne ne répond à la porte, même s'ils ont frappé plusieurs fois. On entend seulement un chien à l'intérieur de la maison qui montre un petit peu d'inquiétude. Il couine un peu, il allait aboyer, donc on s'est dit que peut-être le chien avait quelque chose à montrer. Les enquêteurs n'ont pas été plus patients que ça, ils ont défoncé la porte pour rentrer à l'intérieur du domicile. Les policiers tombent donc sur une scène absolument horrible et se rendent compte que la personne qui avait appelé pour dire qu'il a retrouvé quelqu'un dans une mare de sang, c'était pas du tout une blague, c'était bel et bien vrai et c'était sous leurs yeux. Ils trouvent une jeune femme qui est en train de littéralement baigner dans son propre sang. Il y en a partout et c'était au milieu du salon du domicile. Son visage était extrêmement amoché, ça se voit qu'on l'avait frappé et il y avait aussi des os brisés absolument partout. On la reconnaissait pas du tout, elle était pleine de plaies, c'était vraiment pas beau à voir. On a pu déterminer d'ailleurs qu'elle avait été frappée à l'arme blanche sur tout le corps,
plusieurs dizaines de fois. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on a voulu lui faire du mal? L'arme du crime d'ailleurs, elle était non loin étant donné qu'elle a été retrouvée dans la cuisine. C'était un couteau en fait qui était maintenant rempli de sang. Comme je vous le dis, c'était vraiment une scène horrible qui faisait froid dans le dos et les enquêteurs se disaient qu'ils avaient du sacré travail sur les bras. Et d'ailleurs, ils commencent un petit peu à fouiller, à essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Ils se rendent compte, bizarre, la porte n'a pas été enfoncée. La victime connaissait probablement son assassin. Mais dans tous les cas, en fait, tout ce qu'ils ont pu trouver, ça a totalement été refroidi et remis en question lorsqu'ils ont eu une information. Je vous l'ai dit, cette histoire est pleine de rebondissements, tenez-vous bien. Nathalie, qui avait donc 32 ans à ce moment-là, n'était pas la seule victime de ce meurtre. En effet, elle portait un enfant. Et l'enfant, qui devait être un garçon, elle était enceinte de 3 mois, est mort lui aussi. On peut donc se poser une question avant d'aller plus loin dans cette vidéo. Qui est Nathalie et pourquoi est-ce qu'on aurait pu lui vouloir du mal ? Nathalie était une femme sans histoire. Elle travaillait dans un service marketing, dans une société de transport, elle avait une vie assez simple, elle était heureuse. Il n'y avait pas grand chose en fait qui l'avait marquée dans son enfance, qui aurait pu se répercuter plus tard. Tout allait assez bien. Elle a eu une enfance heureuse, sa famille l'aimait beaucoup, ils l'ont chérie, ils l'ont bien éduquée et d'ailleurs elle avait des frères et sœurs, donc elle n'a jamais été seule, elle était très très heureuse, elle a aussi brillé dans ses études. Franchement, rien à dire sur Nathalie. Quelque chose que j'ai trouvé, elle est tombée amoureuse et elle s'est épanouie avec l'homme qui deviendra donc le père de son enfant. D'ailleurs, en parallèle, je rajoute ça aussi, mais on n'en a pas vraiment parlé, mais le meurtre s'est déroulé près de Noël en fait, et quelques jours plus tard devait avoir lieu le repas de Noël où le couple avait prévu d'annoncer la grande nouvelle qu'ils attendaient un enfant et un petit garçon, à ce moment en fait, mais malheureusement, ça n'a pas pu se passer et comme je vous le dis aussi, ils étaient dans un endroit tranquille, donc c'était vraiment quelque chose qui a bouleversé tout le monde. D'ailleurs, au sein d'où ils habitaient, il y a eu pas mal d'hommages étant donné que Nathalie était, j'ai pas envie de dire connue, mais tout le monde l'aimait bien. Elle avait aussi notamment une équipe de football derrière elle parce qu'elle était très grande supportrice et ils ont rendu un très grand hommage. Mais on va pas se mentir, ça avait quand même fait un climat de terreur. Les gens étaient inquiets, ils avaient peur et ils arrêtaient pas de se tourner vers les enquêteurs pour essayer de comprendre ce qui a pu arriver à Nathalie pour ne pas que ça se reproduise. La police avait donc double pression. Ils devaient, de par leur travail, trouver ce qui s'est passé. En plus, ils avaient la pression des gens qui étaient inquiets. Ils étaient assez sous tension, mais leur seul but était de retrouver le coupable. Et d'ailleurs, le détective Neil McGuinness comptait bien retrouver ce coupable. Et c'est à partir de là où les informations se corsent un petit peu parce que j'ai vraiment voulu vous faire une vidéo complète et qui est la plus réelle possible. Mais suivant les articles et tout, il y avait 2 versions différentes et dispersées dans les articles, c'est-à-dire que tu avais 3 articles et 4 articles qui avaient chacun une version et tout article était différent. Donc comme je vous le dis, pour moi la finalité est la même, mais je vais vous raconter en vous disant les 2 versions. Par rapport au début de l'enquête, j'ai trouvé 2 choses différentes, mais je trouve qu'elles se rejoignent. D'un côté, j'ai lu qu'une enquête démarre le 19 décembre directement et que la police semble avoir aucune piste au moment où l'enquête commence. Aucun suspect, aucun indice, aucune raison de pourquoi est-ce qu'on aurait tué Nathalie McNally. De l'autre, j'ai lu que le détective, donc monsieur Neil McGuinness, n'aurait pas commencé l'enquête sans rien. En effet, selon cette deuxième source, il y aurait eu une caméra qui aurait filmé un homme avec un sac sur le dos, un bonnet sur la tête, qui était proche du domicile de Nathalie le 18 décembre, soit la date où elle a été tuée. En effet, sur cette caméra de surveillance que je crois que j'ai retrouvée d'ailleurs, on le voit passer une première fois à 20h52, puis à 21h30. Il marche dans l'autre sens, un peu plus rapidement, et il a la tête baissée. Qu'est-ce qui a pu se passer? Et d'ailleurs, si on parle un petit peu chiffres, le temps où il n'a pas été vu sur les caméras, donc entre 20h52 et 21h30, c'est le laps du temps qui correspond au crime, donc c'est assez étrange. Les images sont diffusées absolument partout et les enquêteurs lancent un appel à témoins pour essayer d'avoir plus d'informations.
La qualité de la vidéo, elle permet pas en fait de distinguer clairement le visage de la personne, il fait sombre, c'est assez compliqué, mais grâce à un détail, on a très vite eu quelque chose et des témoins ont commencé à appeler. Un même nom n'arrêtait pas de revenir, il revenait sans cesse selon beaucoup de témoignages, l'homme qui a été filmé serait un certain Stephen McCullough. Je dis Cullough parce que ça s'écrit Kullag et je pense pas que ça se dise Kullag. Si ce nom vous est familier, croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises par rapport à ce que couvre cette affaire. D'après une source, ce Stephen serait le compagnon de Natalie, mais j'ai aussi trouvé d'autres informations qui diraient qu'ils ont été ensemble mais que ce n'était plus le cas aujourd'hui. Je pense qu'ils étaient ensemble mais que ça a essayé d'être couvert, ce n'est que mon avis. Et comme je vous l'ai dit aussi, Natalie était enceinte et par conséquent, il y a selon une bonne grosse dose d'informations qui dit que le bébé serait celui de Stephen et d'autres qui disent que non, c'est pas celui de Stephen mais celui du compagnon qu'elle a eu après. Moi, comme je vous le dis, je pense sincèrement qu'elle était avec lui et que c'est quelque chose qui essaye d'être couvert par les médias. Peut-être qu'au moment où c'est sorti, on avait les vraies informations. Aujourd'hui, dans les articles qui ont été faits quelques mois plus tard, personnellement, j'ai l'impression qu'on essaye de brouiller les pistes. Quoi qu'il en soit, à côté de ça, rien à voir mais tout aussi important, Stephen est aussi un YouTuber. Je vais vous parler de lui dans un instant, mais en bref, au premier abord, il paraissait assez gentil, limite gendre idéal, pas offensif du tout. Pourtant, il y a quand même deux faits qui ont fait tiquer les officiers de police. En effet, le premier remonte à 2019. Une ex-petite amie de Stephen, a porté plainte contre lui parce qu'elle a dit qu'il l'aurait frappé au visage. Lui s'était défendu en disant qu'il avait trouvé des choses qui l'avaient mis en colère sur le téléphone de son ex-compagne. C'est absolument pas une raison pour frapper, je tiens à le préciser. Malheureusement, son ex, elle a pas porté plainte et ça remonte à 2019 du coup, mais elle a pas porté de plainte, donc il n'y a pas de casier judiciaire pour Stephen. Mais surtout, autre fait troublant, il connaissait Natalie. Tous les deux sont sortis ensemble selon des sources pendant quelques mois en 2020, donc ça crée un lien entre les deux dans cette affaire. Et même s'ils étaient toujours ensemble et que ça a essayé d'être couvert, ils sont quand même liés. Donc à partir de là, Stephen McCullough est décrit comme une personne dangereuse par le parquet et il devient peu à peu le suspect principal de cette affaire. Au niveau des interrogatoires, c'est tout aussi compliqué parce qu'il y en a eu plusieurs. Premièrement, il a été interrogé en tant que interrogatoire de routine et il a été laissé libre pour la suite de l'enquête. Mais au fil des jours, l'étau va se resserrer autour de lui. Les enquêteurs vont analyser les différentes CCTV, donc les caméras de surveillance de la ville, pour avoir des informations. Et ils vont se rendre compte que le soir du drame, peu de temps avant le meurtre de Natalie, Stephen a réussi un exploit si on écoute les témoins. Il aurait été en live sur YouTube et en même temps il aurait été vu proche du domicile de Natalie et ensuite il aurait repris un taxi. C'est ce que les caméras montrent et ce que les témoins ont confirmé. Donc c'est assez compliqué, comment est-ce que tu peux être en live et en même temps dehors? C'est bizarre, non? Je vais vous expliquer. That's the fun of being live. Yes, so hello to all on this glorious Sunday evening. So I just thought, why not? I'm gonna do a live stream because this day next week is Christmas. So what more could you want for Christmas other than an evening with your old pal Stephen? Lors du tout premier interrogatoire, il a vraiment été questionné sur pas mal de choses, mais lui, il clamait son innocence. Il a affirmé que le 18 décembre 2020, au soir, il était chez lui et il jouait aux jeux vidéo. Et il a dit que 37 000 personnes pouvaient en témoigner pour confirmer son histoire. Et en effet, c'était assez simple étant donné que ce soir-là, il a organisé un grand live sur YouTube de 20h jusqu'à très tard dans la nuit. Au moment où Natalie était assassinée, si on en croit ce live, Stephen jouait à GTA sous les yeux de pas mal de gens. Donc face à cet alibi, la police n'a pas eu d'autre choix que de lâcher en fait et de le libérer pour le moment. Le 21 décembre, Stephen est donc libéré et l'enquête repart à zéro. Mais il y a quelqu'un qui veut vraiment pas lâcher l'affaire et c'est Neil McGuinness. Il a décidé de fouiller avec son équipe, ils ont fouillé et ils se sont rendus compte assez simplement que le live était en fait un live préenregistré.
Mais qui fait ça? Donc en gros, pour vous expliquer, il a enregistré ce live en amont et il l'a diffusé comme s'il était en live. Je crois que j'ai retrouvé des extraits, mais il expliquait d'ailleurs à certains moments dans ce fameux live, mais du coup qu'il a préenregistré, qu'il pouvait pas répondre dans le chat, que ça buguait un peu, mais qu'il continuerait à jouer. Quoi qu'il en soit, une fois que les informations ont été sues par la police, Stephen a de nouveau été arrêté quelques temps plus tard, le 31 janvier, et tout son matériel info a été pris pour être analysé et fouillé. Et c'est là que la police a eu confirmation, le live était bel et bien préenregistré. Et il y a plusieurs indices dans ce live qui le montrent. Dès le début, Stephen dit à ses abonnés qu'il a un problème technique, qu'il pourrait pas du coup réagir en temps réel avec eux dans le chat. En réalité, c'est parce qu'il était à des kilomètres en fait de son ordi. Donc, après un nouvel interrogatoire qui a duré un petit peu plus longtemps, plusieurs heures, il continue de nier. Mais finalement, il se retrouve quand même mis en examen et placé en détention provisoire. Mais le truc qui est le plus fou, c'est que pour préparer ce stream, il a passé plus de 6 heures tout seul à live, mais donc tout seul, il n'y avait pas d'interaction, en parlant tout seul, en commentant ses actions tout seul et en répondant au chat tout seul. C'est quand même assez dingue d'en arriver jusque-là. Son plan voulait qu'il fonctionne, enfin il voulait que son plan fonctionne et je trouve ça assez dingue. Quoi qu'il en soit, devant toutes les preuves qu'il y avait contre lui, Stephen McCullough a admis avoir préenregistré ce live quelques jours plus tôt et qu'il n'était pas en live le soir du meurtre. En revanche, il nie en bloc toutes les accusations par rapport au meurtre de Nathalie. Il dit qu'il était tout seul chez lui, qu'il avait bu de l'alcool et qu'il s'était endormi. On ne sait pas si c'est vrai, mais malheureusement, à cause du manque de preuves, Stephen a été relâché. Mais la police le surveillait toujours. Avant de vous parler de lui, j'aimerais faire 2-3 mots sur la relation qu'il entretenait avec Nathalie selon ce que j'ai pu lire. Celle-ci aurait duré un petit moment, mais en gros, il aurait quand même rencontré que 2 fois sa belle famille. Ils étaient proches, mais il n'était pas très proche de leur famille. Pourtant, fait assez étrange, depuis le meurtre de Nathalie, Stephen n'arrêtait pas d'appeler sa famille, il n'arrêtait pas d'être super proche de sa belle ou son ex-belle-famille selon les sources, et d'après ce que j'ai entendu par rapport aux enquêteurs, il aurait placé un téléphone là-bas afin d'enregistrer les conversations pour essayer de voir s'il le suspectait. Donc c'est quand même assez dingue, il est allé jusque là-bas, poser un téléphone et l'enregistrer, il est revenu le chercher, il a tout écouté et il s'est rendu compte qu'il ne le suspectait pas. D'ailleurs, parlons un petit peu de son téléphone à lui, parce qu'il a pas mal aidé dans cette enquête. En effet, celui-ci aurait été coupé pendant 5 heures le soir du 18 décembre. Autre chose, et je vous en ai parlé en introduction, il y a un chauffeur de taxi qui a témoigné. Le chauffeur de taxi affirme avoir déposé l'homme au bonnet devant l'adresse de la victime à 23h13. Donc si on compte par rapport au timing de cette affaire, il y serait retourné après, peut-être pour prévenir la police ou peut-être pour effacer ses traces. Quoi qu'il en soit, entre les vidéos de surveillance qui le montrent, très clairement prendre le bus, etc., le témoignage du chauffeur, tout semble indiquer qu'il est bel et bien le meurtrier de Nathalie. Sur les vidéos de surveillance, on peut voir Stephen avec des gants jaunes et ces gants ont été retrouvés par les enquêteurs avec des traces du domicile de Nathalie. Et sur les gants en eux-mêmes, les enquêteurs ont aussi retrouvé des tonnes de traces de produits nettoyants qui auraient donc servi à nettoyer soit la victime, soit les ADN, etc. Quoi qu'il en soit, trop de découvertes, trop de preuves accablantes, Stephen est de nouveau arrêté. Il a été placé en détention provisoire et son procès devait avoir lieu en février 2023, mais vous allez voir que là encore, ça a un petit peu été plus compliqué et il est toujours en détention. Et d'ailleurs, ça aussi, ça m'a beaucoup frustré parce que j'ai pas mal cherché et quand je tape son nom et que je mets aujourd'hui, c'est pas écrit noir sur blanc qu'il est en détention, c'est juste écrit que son procès a été repoussé en gros et que pour le moment, il serait toujours en détention. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de cover-up sur cette affaire et je trouve ça assez étrange, ou du moins, je sais pas, il n'y a pas toutes les informations sur internet, c'est très étrange. J'aimerais vous parler un petit peu de Stephen avant de vous parler de tout ce qui a été juridique. Stephen est un YouTuber britannique qui est connu pour des vidéos qui ont des sujets assez divers mais liés ensemble par rapport à la science-fiction, à Doctor Who, à aussi Star Wars, pas mal de choses dans ce genre. Il est d'ailleurs connu sous le pseudo VotSaxon07. Il commence son activité sur YouTube avec sa première chaîne le 5 avril 2010. Il fait des critiques de jeux vidéo, mais aussi des critiques de science-fiction. Il y a pas mal de vidéos de ce type. Malheureusement, avec cette chaîne, il a eu pas mal de problèmes de droits d'auteur. Par conséquent, il n'était plus monétisé. Donc, il ouvre une nouvelle chaîne où il peut mettre sa monétisation.
Dans chaque vidéo, il commence en disant bonjour les téléspectateurs et les fans au hasard, et c'est quelqu'un qui était assez perfectionniste. Sa mère, malheureusement, elle est décédée en 2014 et son père l'année suivante. C'est pour ça qu'au niveau de sa vie perso, en perdant ses parents dans un laps de temps aussi court, peut-être que ça a fait une sorte de traumatisme chez lui. D'ailleurs, il avait publié des vidéos d'hommage sur sa chaîne, sa première chaîne. Peut-être quelque chose à l'origine de traumatisme, c'est pour ça que je voulais quand même le glisser ici. Bref, l'audience arrive et croyez-moi, ça ne sera pas la seule. Selon les informations que j'ai trouvées, il avait 33 ans au moment de sa première audience et il n'a pas comparu devant le tribunal. C'était pour la courte audience et un procureur du coup a déclaré que cette affaire était une question de haute priorité et il a demandé à ce que sa détention soit prolongée de 4 semaines supplémentaires. Du coup, ça rajouterait un mois. Mais comme je vous l'ai dit, là on est au mois d'août et on n'a pas eu de verdict. Le procureur a dit que c'était une affaire qui était une enquête énorme et complexe et qu'on devrait avoir un dossier prêt pour audience d'ici la fin du mois d'août. Je filme à fin août et j'ai pas d'informations supplémentaires. Donc les personnes qui doivent gérer ce procès travaillent activement sur ce dossier. Ça a donc été rallongé et c'est une affaire qui est toujours en cours. Au début, j'ai cru, selon mes informations, qu'elle était terminée, mais en cherchant un petit peu plus loin, j'ai vu qu'il serait toujours en détention à attendre. Et il y a eu une autre audience un petit peu plus tard parce qu'il aurait voulu, ou du moins son avocat, demander une libération sous caution. Et c'est via cette audience qu'on a appris pas mal de choses, je trouve. L'avocate de l'accusation s'est opposée à la libération sous caution sur 3 raisons. Un risque de récidive, un risque de fuite et le potentiel d'ingérence dans une enquête en cours. Et c'est quand même assez troublant de se dire que les enquêteurs pensent qu'il aurait pu récidiver. Quoi qu'il en soit, l'avocate a dit au tribunal que Nathalie et Stephen auraient vraiment entamé une relation en août 2022 et qu'elle était ensuite tombée enceinte de son enfant. Ce qui voudrait donc dire que ça confirme les informations comme quoi ils étaient en couple et qu'il était le père. Le soir du meurtre, Nathalie était chez ses parents, elle regardait un match de foot et ensuite elle est retournée chez elle à Silverwood Green. Et il y a une vidéo de surveillance qui montre qu'elle est arrivée dans sa maison vers 19h. Et elle pensait que Stephen était en live. D'ailleurs, ils ont échangé quelques messages. Il lui envoie un message à 17h57 en disant « C'est vrai, je suis parti pour streamer toute la nuit, souhaite-moi bonne chance ». Le tribunal a aussi appris que Nathalie avait répondu 2 minutes plus tard, soit à 17h59, et on se rappelle que son live avait apparemment commencé vers 18h, 20h. Mais comme je vous l'ai expliqué, son live était truqué, et ça Nathalie, elle ne le savait pas. L'avocate qui défendait Stephen a dit que son client avait reconnu qu'il avait préenregistré le live, mais il a dit qu'il avait bu et qu'il avait regardé les images d'ailleurs lui-même et qu'il s'était endormi, qu'il n'avait rien à voir avec le meurtre de Nathalie. L'accusation, eux, ont dit que à 19h19, un homme a été filmé sur la CCTV en marchant vers un arrêt de bus et que en gros il se rendait à l'Organe en bus qui est très proche de chez Nathalie. Ça c'est un truc aussi que je trouve bizarre, c'est que apparemment du coup ils étaient en rapprochement mais ils ne vivaient pas ensemble. C'est quelque chose qui peut arriver, mais personnellement j'ai trouvé ça étrange. Des témoins l'ont donc reconnu et d'ailleurs dans les caméras surveillance du bus qu'il me semble je n'ai pas retrouvé, on voit un petit peu son visage et c'est comme ça aussi qu'il a pu être reconnu. Je cite, « Il passe d'abord devant Silverwood Green. Cela lui permettrait de passer devant la maison de Nathalie et de voir si sa voiture était là et si les lumières étaient allumées. » On apprend que l'homme est revenu quelques instants plus tard à 20h52 comme je vous l'ai dit et ensuite on a entendu les voisins dire qu'à 21h une femme aurait crié. Ensuite on revoit l'homme passer devant la caméra à 21h31, il avait changé de vêtements et il est donc monté dans un taxi. Et tout ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et le tribunal a dit que ce chauffeur de taxi, comme je vous l'ai dit, a identifié très clairement Stephen. Mais la défense a essayé de contrer ça en disant qu'ils l'ont reconnu après que l'affaire a été médiatisée. J'ai envie de dire, et alors justement, ça veut dire qu'il a pu lier les deux personnes. Autre chose, le tribunal a entendu dire qu'à minuit 17, donc dans cette nuit, il y a des images qui montrent Stephen debout à l'avant de sa maison en train de sortir les poubelles. Il se serait changé pour se protéger. Puis il s'est rendu chez Nathalie, il trouve son corps et il appelle la police. Et tout le reste, je viens de vous l'expliquer pendant à peu près 20 minutes. Au niveau du mobile, l'accusation déclare que Nathalie avait peut-être été en contact avec un ex à elle alors qu'elle était enceinte de Stephen, selon ces informations que j'ai trouvées sur BBC, et par conséquent, il aurait été assez enragé de voir ça. Ils auraient discuté, Nathalie et son ex, le 17 décembre, ça aurait pu le rendre un petit peu hystérique et par conséquent, eh bien, il l'aurait tué
sauvagement. L'avocat de Stephen a dit qu'il devrait être libéré sous caution. Ils ont dit il n'a pas de dossier de lien avec la communauté et aucune difficulté à accepter les conditions de mise en liberté sous caution. Ils disent aussi qu'il n'a pas de dossier. Je vous rappelle que son ex qui avait été frappé, selon ses dires, n'a pas porté plainte. Donc la libération sous caution aurait pu être acceptée, mais elle a été refusée. Et pour le moment, d'après ce que j'ai vu sur BBC et le Daily Mail, il est en détention et s'il y a des informations supplémentaires qui arrivent, ça pourrait soit le sortir de là, soit vraiment le condamner à perpétuité. Donc on verra bien ce qu'il en est. Je vous conseille de nous suivre sur les réseaux sociaux où je ferai une petite mise à jour. Pour conclure cette affaire qui est totalement dingue, je voulais vous poser quelques questions et qu'on en discute dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il a tué Natalie parce qu'il ne voulait pas d'enfant? C'est vrai que selon la BBC, ils se seraient mis ensemble en août 2022, elle a été tuée en décembre 2022, elle aurait été enceinte dans ce laps de temps. Et apparemment, selon d'autres sources, elle aurait été enceinte de 3 mois, donc elle serait tombée enceinte 1 mois après que leur relation devienne vraiment sérieuse. Peut-être que c'était trop tôt pour lui. Ou alors, on a aussi cette piste, la jalousie. Apparemment, Nathalie aurait parlé avec son ex, peut-être que ça l'aurait rendu jaloux et qu'il aurait voulu se venger. Effectivement, c'est pas du tout une chose à faire et c'est pas vraiment correct, mais ça peut être une piste. Et enfin, je termine aussi par réagir sur cette méthode qui a été de enregistrer un stream pendant 6 heures, à parler tout seul et tout, à le diffuser, je sais pas, ce plan était tellement bien ficelé que je me dis qu'il a pas pu être monté comme ça en tac-tac et que peut-être, oui, c'était par rapport à l'enfant et non pas à la jalousie. Parce que si on part sur la théorie de la jalousie, ça serait le lendemain d'où il aurait découvert les conversations et pour moi, le plan est trop bien ficelé, donc je pense qu'il ne voulait pas d'enfant et qu'il savait pas comment se débarrasser de Nathalie et de l'enfant. Oui, parce qu'on rappelle qu'elle est enceinte et qu'il l'a tuée enceinte. Et que, encore une fois, selon 80% des informations que j'ai trouvées, ça serait son enfant aussi. Mais il y a quand même ces 20% qui disent qu'il serait ex et donc ça donnerait une autre théorie. Peut-être qu'il n'aurait pas accepté le fait qu'elle soit enceinte de quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il y a beaucoup de cover-up sur cette affaire en ce moment que si allez sur internet, allez taper le nom Nathalie McNally et Stephen McCullough, vous allez voir que vous allez tomber sur les mêmes articles que j'ai certainement trouvés et qu'il n'y a pas d'informations actuelle, qu'il n'y a pas de choses vraiment sûres, pures et dures. J'ai l'impression peut-être que ça a été un petit peu brouillé avec cette année qui s'est écoulée. Je ne sais pas, mais j'ai hâte de voir ce que vous en pensez dans les commentaires. Tout ceci étant dit, je vais vous laisser liker cette vidéo si elle vous a intéressé et intrigué. N'oubliez pas de vous abonner juste en dessous et de commenter avec votre théorie. Ça fait ultra plaisir et j'aime trop discuter avec vous dans les commentaires. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Nous nous retrouvons dans 2 jours pour une nouvelle histoire horrifique. Jusque-là, prenez grand soin de vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt.